pour pouvoir se nourrir, la lamproie va se fixer par succion sur les autres poissons. Donc les dents vont s'ancrer dans la chair du poisson. Et la particularité, c'est que en s'ancrant, ça va diffuser un anesthésiant naturel et le poisson ne sait pas qu'il est parasité. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On prend des poireaux, on prend du vin rouge, on mélange tout ça et on le mange. Ça s'appelle la lamproie à la bordelaise. Bon, bienvenue dans le Slow Tour pour le premier épisode. On va aller à la rencontre de Sabine. On est en vélo. On arrive à Sainte-Terre, à côté de Saint-Émilion. Sabine, sa famille, elle pêche la lamproie depuis des générations. Et la lamproie, qu'est-ce que c'est? C'est un poisson qui est mi-anguille, mi-sangsue, qui nous vient du fin fond de la préhistoire. Ça fait 300 millions d'années qu'il existe. Et on le cuisine depuis le Moyen-Âge. Il a fait un petit tour sur les tables du roi de France, sur les tables du roi d'Angleterre. Il a fait sa petite apparition dans Game of Thrones aussi. Et maintenant, il est arrivé jusque chez nous. Et Sabine va nous expliquer tout ça, plus en détail. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve là-bas. Bienvenue sur notre bureau. Ici, nous sommes donc sur la Dordogne, la partie basse Dordogne. Donc, nous nous situons Sainte-Terre, la capitale de la lamproie. Et notre village, c'est un village de pêcheurs depuis le XIVe siècle. Et ici, nous sommes sur donc la partie basse Dordogne. La particularité de cette partie de la Dordogne, c'est qu'on est encore sous l'influence des marées. Donc, toute notre vie et notamment notre activité de pêche fluviale est liée et rythmée par ces marées. Donc nous sommes très très loin de l'océan puisque l'océan a plus de 250 kilomètres. L'estuaire fait 80 kilomètres et après la rivière est tout en méandre. Donc vue du ciel, c'est magnifique. Donc du coup, il y a une grande distance depuis l'océan et l'effet de marée se poursuit jusqu'au-dessus de Castillon-la-Bataille à Pessac-sur-Dordogne. Donc c'est important parce qu'on va voir aussi au travers de ce parcours, le parcours des poissons migrateurs et c'est important de parler de ça parce que cet effet de marée va aussi impliquer qu'on puisse aller à la pêche ou pas. Donc David, mon mari, est pêcheur depuis 3 générations ici à Sainte-Terre. Son père était pêcheur. Il y a eu une grande mobilité géographique professionnelle puisque son papa habitait la maison d'à côté. Et aujourd'hui, nous pêchons comme pêchait son père, comme pêchait son grand-père et comme pêchaient les pêcheurs du Moyen Âge. Pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est que Sainte-Terre, c'est un village de pêcheurs depuis le XIVe siècle. Donc les gens ici, les villageois, se sont nourris de cette activité, nourris parce que autrefois, même ceux qui travaillaient pour les pêcheurs professionnels étaient payés en poissons et il fallait dans les vieux contrats de travail, les vieux parchemins, on découvre, c'est anecdotique mais c'est assez drôle, c'est qu'il fallait que les ouvriers pêcheurs soient payés en monnaie sonnante et trébuchante au moins une fois par semaine. Donc parce que le reste du temps, ils étaient payés en poissons. Donc en fait, pourquoi Sainte-Terre est la capitale de la lamproie? Parce qu'aujourd'hui, ici à Sainte-Terre, on est dans le Libournais et la culture gastronomique dont on va parler après de la lamproie est intimement liée aussi au parcours. La qualité du poisson est intimement liée au parcours qu'a fait la lamproie de son retour de migration où elle va être pêchée et la qualité du poisson est liée à ce retour de migration dont on parlera tout à l'heure. Donc ici sur ce bureau qui quand il fait beau fait sourire souvent les gens, mais il faut savoir que la plupart des pêches que l'on pratique se pratiquent l'hiver. Donc c'est beaucoup moins drôle, qui plus est quand il pleut et quand c'est la nuit puisque qui dit marée dit des horaires qui changent en permanence et donc on peut pêcher la nuit pour certaines espèces. Quoi dire sur la pêche? La pêche, c'est un très vieux métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. On pêche ici depuis certainement la nuit des temps. Et cette pêche de tout temps à jamais a toujours été encadrée par l'État.
et notamment la pêche des poissons migrateurs. Donc on ne pêche pas comme on veut et quand on veut. Donc ici, sur cette partie de ce linéaire de rivière, un peu plus loin, on voit pas parce qu'il y a un méandre et c'est le village de Cabara. D'un côté, il y a Sainte-Terre, 9 kilomètres de frontière avec la rivière. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui ont vécu de ce métier-là sur les bords de la rivière à Sainte-Terre. Et nous, on se situe ici, donc sur la partie basse Dordogne. Après, on va avoir la moyenne Dordogne et la haute Dordogne. Et là, on retrouve la Dordogne dans tout son linéaire, depuis sa source dans le puits de Sancy, où la Dor et la Dogne se rejoignent pour former la rivière, le fleuve, hein, puisque la Dordogne se jette au même titre que la Garonne dans l'estuaire, voilà. On peut pas parler de la Dordogne sans parler de cette particularité locale, c'est le mascaret. Donc cette vague qui arrive par la marée de l'océan et c'est une seule vague, donc qui va rentrer dans l'estuaire et parcourir la Dordogne jusqu'à peu près au-dessus de Castillon. Alors bien évidemment, le spot historique où tout le monde va voir le mascaret, notamment sur les marées d'équinoxe, c'est à Saint-Pardon, sur la commune de Vers, avant Libourne. Donc là où on a une multitude de gens depuis plusieurs années qui viennent surfer, kayaker, avec leurs planches, de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc ça, c'est une expérience à vivre, à voir et à vivre. Et du coup, il faut pas louper la vague parce qu'il y en a qu'une. Donc ce mascaret, bien évidemment qu'il arrive jusqu'ici, à Sainte-Terre, mais comme la distance, elle est de plus en plus longue, la vague du mascaret va venir s'écraser tout au long de son parcours. Donc elle passe Libourne et le Bran et chez nous, c'est on va dire une vaguelette. Quand le mascaret est très fort, ça devient une vaguelette ici et sinon on ne la voit pas. Elle passe, mais on ne la voit pas parce que avec l'effet de l'eau, des courants, on ne discerne plus ce qui est mascaret ou courant de la rivière. Mais il n'empêche que le mascaret, s'il y a une expérience touristique unique en France quand même à voir, c'est bien le mascaret. Voilà, c'est ça, c'est autre chose. Bien évidemment, on a le vin, on est très proche de Saint-Émilion. Sainte-Terre, ça servait de port pour les barriques qui arrivaient du coteau, hein, de Saint-Émilion. On est dans la partie, la Dordogne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est dans la zone tampon, c'est-à-dire on est à côté de la zone qui est classée. Néanmoins, l'histoire de la Dordogne, de la vie des habitants sur les rives sont intimement liés à la Dordogne puisque on avait des gabarres qui, par leur va-et-vient tout au long des siècles, sont venus aussi apporter du bois notamment ou des noix ou des produits typiquement de Dordogne, sont venus au fur et à mesure transporter des barriques de vin au fur et à mesure du périple et quand certaines remontaient avec des denrées un peu plus exotiques ou un peu plus rares pour ceux qui vivaient sur la haute Dordogne. Et du coup, le chemin qui passe juste là, c'est le chemin qu'on appelle le chemin de halage, puisque historiquement, ici à Sainte-Terre, on avait des haleurs, donc c'était des hommes qui, avec des harnais, sur les zones dangereuses, hein, notamment là où il y a des marées, des courants, tiraient les gabarres le long de ce chemin de halage pour les sécuriser. Et vers le milieu du 19e siècle, on a interdit les haleurs humains au profit des bouviers, parce qu'on retrouvait des bouviers haleurs sur toutes les rivières françaises, hein. Mais ici à Sainte-Terre, ça a été aussi une petite crise. C'est anecdotique, mais ça a été une petite crise puisqu'on prenait le travail de ces haleurs, dont c'était leur métier, mais ça a été considéré comme une forme d'esclavage et il y a eu quelques rixes entre les derniers haleurs humains et les haleurs bouviers qui ont progressivement remplacé les haleurs.
Sainte-Terre, ça a toujours été un lieu déjà propice à la pêche, toujours eu beaucoup de pêcheurs. De ce fait, il y a toute une activité économique, dans ce village qui est née et par exemple, il y avait un très vieux fabricant de filets qui existe encore, hein, qui est la famille Guignon, qui après s'est installé à Bordeaux. Mais les pêcheurs d'Arcachon, les pêcheurs de Garonne venaient acheter leurs filets qui étaient tressés, tissés ici à Sainte-Terre. Et à l'angle plus loin, il y avait aussi la construction navale. Donc on avait, beaucoup de bateaux de gabarres qui, étaient construites également à Sainte-Terre et pas que. Il faut quand même parler, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les poissons qu'on retrouve dans la Dordogne. Donc, historiquement, la Dordogne est une des rivières façade atlantique, des fleuves pardon, de façade atlantique, comme la Loire, comme l'Adour, comme la Garonne, où on retrouve des espèces emblématiques, des espèces migratrices emblématiques, dont la lamproie fait partie, mais pas que. Puisque au Moyen Âge, on pêchait énormément de saumon, le saumon sauvage, pas celui qu'on trouve sur catalogue où on choisit la couleur, pour pouvoir mieux la vendre. On avait, l'esturgeon européen. On a l'aloze, ici, méconnue en France, mais très connue des locaux. Donc c'est une espèce migratrice. Il y a la grande aloze et une plus petite aloze. Je vais parler beaucoup en argot aujourd'hui parce qu'ici on parle encore en argot. Oui. L'autre famille d'aloses, c'est une plus petite aloze qu'on appelle ici la gatte. L'anguille, bien évidemment. Et la lamproie, alors pour la lamproie, il y a 2 espèces différentes. Il y a la lamproie marine, celle pour qui on voit un culte gastronomique, avec la lamproie à la bordelaise. Et on a aussi une petite lamproie, qui est pas plus grande que ça. Souvent, les gens pensent que c'est le bébé lamproie, mais absolument pas. C'est une espèce à part entière. C'est la lamproie fluviatile, qu'on appelle ici plus communément dans l'argot local, le lamproyon. Donc, ces poissons migrateurs, vont naître en rivière, vont aller grandir en mer et revenir après, en rivière pour se reproduire et mourir. La seule espèce qui a une migration inversée, on appelle ça un thalassotoque, c'est l'anguille, puisque l'anguille, elle naît dans la mer des Sargasses. Le bébé anguille qui est la civelle, ici qu'on appelle, la pibale, dans l'argot toujours, elle naît dans la mer des Sargasses. Par les courants du Gulf Stream, cet alevin, la civelle, va parcourir plus de 6 000, 7 000 kilomètres pour venir rejoindre les fleuves européens pour pouvoir grandir et repartir, quand le cycle, est fini, vers la mer des Sargasses pour se reproduire et mourir. Et pour la petite anecdote, l'anguille va se reproduire si profondément dans la mer des Sargasses que à ce jour, on va sur la Lune, mais on ne sait toujours pas comment une anguille se reproduit. Tous les autres poissons migrateurs dont on a parlé et la lamproie, ce sont des potamotaques, donc ce sont des poissons qui naissent en rivière, en fleuve et qui vont repartir en mer pour grandir à l'âge adulte et vont revenir finir leur cycle en se reproduisant et à la fin de la reproduction, ils meurent. Déjà, il faut partir sur l'histoire de la pêche. En Gironde, donc c'était un département où il y avait beaucoup de pêcheurs, professionnels, fluviaux. Pour vous donner un exemple, il y avait à peu près 200 pêcheurs en Gironde, pêcheurs professionnels fluviaux, répartis sur la Dordogne et la Garonne. Et à partir des années 80, il a commencé à y avoir des interdictions pour protéger les poissons. Il faut aussi historiquement remettre dans le contexte, au milieu du 19e siècle, il y a les premiers barrages, dont Bergerac par exemple, aussi en amont, qui vont être, ces barrages quand ils vont être construits, bien sûr d'utilité, publique. Néanmoins, ça va faire des ruptures sur la continuité écologique des cours d'eau, et c'est pour ça que ces dernières années, beaucoup de barrages, sont modifiés et on va apporter des passes à poissons, des ascenseurs à poissons pour permettre aux poissons migrateurs de remonter le plus loin possible sur les zones de frayère historiques. Donc ça, il faut se remettre en tête. Bien évidemment que le poisson s'est adapté et a fait ses zones de frayère, a fait ses nids plus bas. Néanmoins, c'est vraiment au-dessus que les eaux sont le plus propices pour la reproduction. Quand les eaux sont très calmes, quand, il y a tout ce gravier emblématique. Faut vous dire ici aussi également
pour remettre les choses dans leur contexte, que à partir des années 70-80, il va y avoir les constructions des routes. Et en face, vous avez une friche, alors on voit pas bien derrière les arbres là, mais vous avez une friche industrielle où on va, à partir fin des années 70, début 80, autoriser à puiser la grave de la rivière pour pouvoir construire les routes. Donc aujourd'hui, si on a des bouchons vaseux, parce qu'on voit bien que la rivière, elle est pas comme quand on est dans le département de la Dordogne. Autrefois, il y avait des cailloux partout, le lit de la rivière était nickel. À force de puiser cette grave, eh bien on a détruit le lit de la rivière et on a mis des années à pouvoir interdire les lobbies, parce que c'était le tout feu des routes et des autoroutes. On a mis des années à interdire l'extraction de graves, et du coup le lit de la rivière sur, notre partie, basse Dordogne a été fortement, détérioré. Donc ça, ce sont les premières explications et ce sont les premiers aléas, qui sont venus contraindre les poissons migrateurs, vers leur lieu de reproduction. Ensuite, bien évidemment, quand on est 200 pêcheurs professionnels, il y avait aussi des pêcheurs amateurs. Bien évidemment que, sur certains poissons, et notamment, l'esturgeon et le saumon, bien évidemment qu'à cette époque-là, il y avait une pêche très, très importante. Donc on peut parler de surpêche et c'est pourquoi, au début des années 80, on va interdire la pêche de l'esturgeon pour le protéger, mais le mal a été grandement fait. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, on a très vite interdit la pêche du saumon, le saumon atlantique, qui lui, depuis ce temps-là, a bénéficié de campagnes de réintroduction pour, préserver, protéger l'espèce et la maintenir, avec difficulté. On va le voir tout à l'heure parce que au fil des années, il est apparu d'autres, contraintes, dont, un poisson dont on va parler qui n'est pas un migrateur, qui est le silure et qui n'est pas un poisson autochtone de nos rivières, mais qui maintenant, après son introduction dans les années 80, est devenu très grand, très gros et qui se nourrit et il se nourrit en priorité de quoi? De ce qu'il a à portée de bouche, c'est-à-dire, les poissons et les poissons migrateurs. Donc, ces 2 poissons ont été les 2 premiers poissons à être interdits à la pêche et comme je vous le disais tout à l'heure, la pêche, elle est légiférée depuis le Moyen Âge. Donc, la législation autour de la pêche fluviale professionnelle, est allée de contrainte en contrainte pour, justement, harmoniser et permettre, aussi aux poissons de remonter et de continuer à aller se reproduire. Dans les années 2000, on a les premières très importantes canicules et là, on a vu les contingents d'aloses se réduire. Donc on pense que l'impact avec, les baisses des niveaux d'eau, le bouchon vaseux, cette vase avec la chaleur en suspension, les niveaux très bas, l'eau qui se réchauffe, ces dernières années, l'été, on peut avoir la rivière à 28-30, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Bien évidemment que, sans être scientifique, en toute, logique, on peut imaginer que ça a un impact sur les poissons migrateurs et ça s'étudie, encore aujourd'hui. Voilà pour, les espèces qui ont été protégées puisque du coup la pêche de l'alose a été interdite, en tout cas la grande alose, Alosa alosa, en 2008. C'était un moratoire de 5 ans, mais depuis, le moratoire n'a jamais été, suspendu. Donc on peut pêcher aujourd'hui, l'alose, la petite alose, l'alose phalax qu'on appelle, l'agate, mais plus la grande alose depuis 2008. L'anguille, on la pêche toujours. Donc la civelle, le bébé, la levain de l'anguille, elle est complètement légiférée. Donc ça, c'est une pêche, c'est un quota collectif, c'est légiféré au niveau européen. Donc pour justement protéger l'espèce. Et aujourd'hui, il faut aussi relativiser. Nous ne sommes plus que 30 pêcheurs professionnels en Gironde. Donc c'est un métier qui vient de la nuit des temps, qui a nourri, des générations et des générations. Aujourd'hui, il y a plus que 30 pêcheurs et sur ces 30 pêcheurs en Gironde, à l'heure où je vous parle, il y en a, plus de la moitié qui ont plus de 62 ans. Donc, c'est pas un métier en devenir. Et au fur et à mesure, des interdictions, eh bien, on a vu, que les pêcheurs n'ont pas continué, ou, souvent c'était les fils de pêcheurs qui reprenaient l'activité, familiale. Aujourd'hui à 30, on peut imaginer que ce métier est
aussi en voie de disparition. La lamproie, c'est le poisson ici emblématique parce que on en a fait une culture gastronomique emblématique locale. Il n'y a pas plus bordelais ou girondin que la lamproie à la bordelaise. Et cette recette, elle vient du fond des temps puisqu'elle est, on la date à peu près du Moyen Âge et on retrouve, pour la petite histoire, des traces de repas de festins royaux puisque la lamproie au Moyen Âge, ce n'était que pour les nobles. Les pêcheurs ne pouvaient pas la vendre à tout un chacun sur le marché. C'était uniquement destiné aux nobles et aux rois, puisqu'on retrouve dans les festins royaux des premiers livres de recettes du viandier de Taïwan, la lamproie cuisinée sur les tables royales au XIVe siècle. Donc cette lamproie, ces dernières années, au regard de tout ce que je vous ai dit, il y avait toujours du poisson puisque nous on est en aval des barrages. Néanmoins, on commence à ne plus les voir passer sur les passes à poissons et des barrages et qui dit pas plus de passage aux passes à poissons dit, du coup, là, c'est le grand débat aujourd'hui. S'il n'y a plus de poissons aux passes à poissons, ça veut dire qu'il n'y a plus de poissons. Aujourd'hui, c'est un peu un raccourci parce que le poisson, lui, remonte, mais il va retrouver des contraintes, certes, quelques pêcheurs, les derniers qui restent, mais aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés, à des baisses de niveau d'eau, à un réchauffement des et un appauvrissement aussi des zones de frayère, parce que qui dit réchauffement de l'eau, dit appauvrissement de tout ce qui peut, les nourrir, surtout quoi à l'état larvaire, hein, parce que la lamproie va se nourrir à l'état larvaire essentiellement de plancton. Et puis, ce poisson qui est arrivé, dans les années 80, qui n'a effrayé personne parce qu'il était tout petit. C'est un poisson, le silure qui a été, importé, du Danube. Voilà, c'est le poisson emblématique de Hongrie, de Roumanie. Quand il était tout petit, personne n'a vu le danger, sauf que c'est un poisson qui n'a pas de prédateur et aujourd'hui, ces poissons-là peuvent faire au pied des barrages entre 2,50 m et 2,70 m. Donc qui dit 2,50 m, 2,70 m, on peut imaginer la quantité de nourriture dont il a besoin pour vivre et là, les dernières estimations, scientifiques, hein, au pied des barrages, c'est qu'il y aurait autour de 700 individus par hectare de rivière. La pêche du silure, les pêcheurs de loisirs allaient dans ces pays-là pour faire de la pêche sportive en se disant, «Tiens, on va en ramener comme ça on n'a plus besoin de voyager, on les aura apportés», tu vois? Sans voir bien évidemment, les dégâts qu'ils allaient commettre, et la problématique qu'allait générer cette présence dans nos rivières. Puisqu'évidemment avec le réchauffement climatique, eh bien le silure, il y est pompélope ici, hein. Alors c'est pas qu'il s'endort un peu, mais il est un peu l'hiver quand les eaux sont froides, il est un peu, caché et endormi et dès que les eaux se réchauffent, ils vont en bande, aller essayer de chercher de se nourrir et nous, à partir de la fin de l'hiver et du printemps, on a tous les poissons migrateurs qui remontent pour venir se reproduire et donc c'est du pain béni pour eux, quoi, hein. Donc ils ont dans les rivières, dans les fleuves côté Atlantique, ils ont, cette quantité de nourriture qui arrive depuis des années et du coup un appauvrissement bien évidemment de la ressource. Donc voilà, on peut pas tout mettre sur le dos du silure, ça serait, très réducteur, mais vous voyez, de toute façon un problème n'est jamais avec une seule cause, il y a tout un tas de causes. Donc les premiers barrages, pas de la rupture de la continuité, écologique, le réchauffement climatique, la surpêche à une certaine période, ça on peut le dire, et cette présence aujourd'hui et des niveaux d'eau qui sont très, très bas, notamment l'été avec le réchauffement climatique. L'esturgeon, on le retrouve plutôt dans les zones estuariennes. Maintenant qu'ils reviennent jusqu'ici, on peut pas le dire. On a eu, des pêches dans des filets où on a pu les observer, les photographier, les mesurer et bien évidemment les remettre à l'eau puisque c'est ça, hein. Si un pêcheur pêche un poisson interdit, c'est la remise à l'eau obligatoire. Ce qui fait dire que certains peuvent revenir jusqu'ici, mais on n'en est pas encore à, repeupler la rivière, bien loin de là.
Pour le saumon, c'est différent parce que le saumon, dès qu'il y a eu l'interdiction de pêche, très vite, il a été mis en place des campagnes de réintroduction, et de protection, du saumon. Donc, lui, il est encore présent, certes pas en plus grande quantité, en quantité énorme, par rapport à mais toujours plus que l'esturgeon. Et il est toujours introduit, il est toujours surveillé, il est toujours protégé. Donc voilà pour ces 2 espèces. La lamproie, bah, à partir des années, 2020, on se rend compte qu'elle remonte plus au passe à poissons, donc si elle remonte plus, c'est qu'il y en a plus. Sauf que nos carnets de pêche prouvaient que nous, en aval, on avait, du poisson. Nous, on est des lanceurs d'alerte, la pêche professionnelle, fluviale, on est des lanceurs d'alerte, sur la présence du silure et les dégâts causés par le silure depuis les années 90. Où on a commencé à voir dans nos nasses, nos bourgnes, des quantités incroyables de petits silures. Donc petits silures égale gros poisson en devenir. Et on a lancé alerte en disant: «Attention, cette espèce va faire des dégâts». Et en fin des années, 2010, début des années 2020, on a commencé avec, le soutien de l'État qui a enfin accepté l'idée, parce qu'il y a eu des rapports scientifiques aussi qui prouvaient ça, de faire une campagne de régulation, du silure. Pour, notamment au pied des parages, sortir les plus gros, et surtout pas les remettre à l'eau, pour justement, permettre, maintenant qu'il y a des passes à poissons et des ascenseurs à poissons, permettre à un plus grand nombre de poissons migrateurs de remonter. Donc ces campagnes de pêche de régulation du silure ont toujours lieu tous les ans, depuis, les années 2020, pardon. Et on commence à voir un peu moins gros au pied des barrages, un peu moins gros. Ici, on est sous l'influence des marées, donc on est bien plus loin que le barrage, de Bergerac. Néanmoins, on était assez sur des petites pièces, sur des silures qui faisaient 1,20 m, allez, grand 1,50 m, 1,60 m. Sauf qu'avec le réchauffement climatique et les niveaux d'eau plus bas, eh bien, les poissons maintenant sont ici et dans les trous d'eau, parce qu'il faut quand même pas qu'ils soient trop, ils se planquent pour être, bien et pas avoir trop d'activité physique. On les retrouve, à 1,80 m et 2 m ici aussi, et c'est là où c'est inquiétant. La lamproie depuis, des associations environnementales ont commencé à attaquer les arrêtés de pêche qui encadrent la pêche, fluviale. Et aujourd'hui, on est sur une suspension de la pêche de la lamproie en attendant un jugement, et ce jugement, on l'attend puisque, la pêche est suspendue sur un référé, suspension depuis 2023. Donc nous sommes, pour, tout dire, asphyxiés puisqu'on ne travaille pas, notamment sur notre, ressource principale, depuis 2023. Donc le métier de pêcheur, au regard de toutes ces interdictions, on comprend bien pourquoi il y a de moins en moins de pêcheurs aussi. Et quand la pêche était autorisée, on faisait ce qu'on appelle la translocation de lamproie. Ça veut dire qu'on pêchait de la lamproie qu'on avait en quantité en aval, et pour les aider à passer les différents obstacles et notamment l'obstacle du silure, on les transportait avec des camions aquarium sur des zones très en amont de la Dordogne ou sur le Ciron, des zones démunies de silure, où la présence du silure n'était pas un danger, où ils étaient quasiment absents, pour favoriser la reproduction de la lamproie. Cette opération, qui est menée depuis de nombreuses années maintenant, fait ses preuves, puisque les scientifiques qui étudient et l'association qui est en charge du suivi de cette opération de préservation, prouvent que, les nids de lamproie sont très prolifiques d'année en année au regard, de cette opération de translocation. Depuis la suspension, en 2023, l'État a mis en place, un arrêté scientifique pour justement qu'on puisse continuer à pêcher la lamproie uniquement à des fins de préservation, cette fameuse translocation, pour pouvoir permettre aux lamproies d'être
directement sur leur zone de frayère et qu'elles puissent se reproduire, sans être, dévorées avant d'arriver, sur ces points-là. Donc cette opération continue toujours, mais ces associations, sont capables aussi d'attaquer, cet arrêté scientifique, en sous justificatif que, quand on pêcherait des espèces, interdites, mais de tout temps à jamais, les espèces interdites, quand on les pêchait, si on les pêchait, elles étaient remises à l'eau, automatiquement. On est en région viticole, donc qui dit lamproie dit lamproie à la bordelaise, qui dit lamproie à la bordelaise dit lamproie et vin. Puisque la lamproie à la bordelaise, on en parlera tout à l'heure, c'est une alchimie. C'est un plat gastronomique qui nécessite la présence du vin. Donc on a toujours dit, pour une lamproie achetée, il y a au moins 2 litres, 2 bouteilles de vin achetées. Parce qu'il y a une bouteille qui est dédiée à la cuisine de la lamproie et une bouteille qui est dédiée à la consommation, du vin, bien sûr en toute proportion gardée, de manger la lamproie à la bordelaise avec un bon vin. Voilà. Donc c'est toute une économie, qui est aujourd'hui, suspendue, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les techniques de pêche se pratiquent, toujours comme au Moyen Âge, c'est juste le matériel qui a changé. C'est-à-dire les matériaux des matériels de pêche qui ont changé. Comme je le disais tout à l'heure, l'État légifère toutes les pêches. On pêchait la lamproie de janvier à avril. Voilà, on pêche pas comme on veut, quand on veut. Bah déjà, on pêche notamment la lamproie que sur marée descendante, avec nos filets. On pêche du lundi au vendredi ou du lundi au samedi de telle heure à telle heure, enfin pour permettre aux poissons de continuer à remonter. Et quand on pêche au filet, nos filets n'ont pas à couvrir la largeur de la rivière. Donc même la taille de nos filets est réglementée en fonction, de la taille de la rivière. Voilà pour, les techniques de pêche. Et si vous voulez, puisqu'on en est sur les techniques de pêche, aujourd'hui, on va pêcher comme on pêchait au Moyen Âge. Tout simplement, les matériaux de ces instruments de pêche, eux, vont évoluer avec le temps. Néanmoins, on pêche toujours de la même manière. Donc, il y a 2 techniques principales, de pêche pour les pêcheurs professionnels, en eau fluviale. Donc, on a une première technique qui est la technique au filet dit dérivant. Donc petit bateau. Pourquoi un petit bateau? Donc ce sont tous déjà des bateaux à fond plat. C'est la caractéristique des bateaux de pêche, sur la Dordogne. Une plus grande stabilité aussi, et du coup, la pêche au filet, c'est-à-dire qu'on va partir sur ce qu'on appelle des lands de pêche, LAN. Un land de pêche, c'est un espace de rivière, heu, qui est assez, où les fonds sont assez plats, où en début de saison, bien avant la saison, plusieurs pêcheurs vont passer des grandes chaînes pour racler les fonds, enlever les branches qui pourraient déchirer les filets. Et pour vous donner un exemple, ici, on a un espace de rivière qui est propice, donc un land de pêche qui fait à peu près 500 mètres, mais notre lieu de pêche, notre land historique qui est pratiqué depuis la nuit des temps, c'est, un petit peu plus loin, après ce virage. Donc à gauche, on a le village de Cabarat, à droite, on a, Sainte-Terre. Et là, on va avoir un linéaire de rivière qui fait plus d'1 kilomètre, propice à la pêche au filet dérivant. Pêche au filet dérivant, c'est qu'on va, déposer, en largeur de la rivière notre filet, qui va être maintenu, de l'autre rive, avec une bouée, et on va déployer le filet et on va se laisser porter par la marée qui descend. Donc au bout du land de pêche, on remonte le filet, on vide le filet, on remonte la rivière et on recommence jusqu'à l'étale. Donc en fait, on ne pêche pas comme on veut, quand on veut, et puis on pêche pas quand il y a des inondations parce que c'est pas possible. Quand les eaux sont trop fortes, c'est pas possible. Quand les eaux sont trop basses, on a différentes tailles de filets
pour pêcher avec des filets qui vont plus en profondeur, des filets qui vont pêcher plus en surface. Et souvent, c'est magnifique parce que ça fait une ligne de flotteurs qui se dessine sur la rivière. Et sur cette ligne de flotteurs, on peut déjà appréhender si on a quelques prises ou pas, puisque les flotteurs vont se mettre à bouger ou à couler. Et c'est là où on se dit qu'on a certainement une prise. Donc ça, c'est une technique de pêche ancestrale. Donc ce qu'on appelle les filets tramaille, c'est 3 voiles de maille, parce que pour pêcher la lamproie, notamment, comme la lamproie elle est anguilliforme, elle est toute en longueur, si on avait qu'une seule taille de maille, elle passerait à travers. Donc du coup là, on a une superposition très très fine de voiles de maille avec des tailles de mailles différentes. Du coup, quand la lamproie rencontre le filet, elle essaye de le contourner et elle va venir s'emberlificoter dans le filet. Alors dans le Libournais, autrefois, donc bien évidemment les bateaux n'avaient pas de moteur, et pour pêcher au filet, c'était assez compliqué. On avait ce qu'on appelle des landes d'escave, des pêches au filet, mais tirées. Donc c'est une technique qu'on retrouve partout dans le monde, la pêche à la senne. On avait un groupe d'hommes qui tenaient un bout du filet. Le patron pêcheur amenait le filet au large, ramenait le bout un petit peu plus loin, et un autre groupe de pêcheurs tirait, et ensemble on ramenait la poche de filet avec le poisson à l'intérieur sur la rive. Ça nécessitait beaucoup de personnes, puisqu'avec la force des marées, avec les courants et puis le poids des poissons, et puis la force de l'eau, ça nécessitait beaucoup d'hommes. Ça, c'est une technique qu'on retrouve partout dans le monde. Dans le Libournais, et puis sur les rives de la Garonne, on avait cet engin aussi. Donc celui-là, c'est pas un historique, ça a été reconstitué. On attachait, c'est un cabestan, donc un appareil de force. On attachait, ils étaient un peu enfoncés dans la terre. On attachait le bout du filet au cabestan. Le patron pêcheur ramenait son filet au large, ramenait l'autre bout, et il suffisait de très peu d'hommes pour tourner le filet et ramener le filet à terre avec les poissons à l'intérieur. L'autre bateau qui est beaucoup plus grand, qui est juste à côté, il est beaucoup plus large et plus grand parce que avec ce bateau-là, on va plutôt aller à la pêche aux bourgnes. Donc les bourgnes, dans notre argot local, ce sont des nasses, et des nasses bien spécifiques pour pêcher la lamproie. Donc voici une bourgne. Donc cet engin de pêche est dédié à la pêche de la lamproie. Il faut vous dire qu'autrefois, ces bourgnes, ces nasses, elles étaient tressées par les pêcheurs avec l'osier, puisqu'on a sur nos bords de rivière des sols. Les pêcheurs taillaient les sols, les faisaient sécher et tressaient leurs nasses, comme on verra après dans la salle, des nasses en osier. Du coup, il faut vous imaginer, comme c'est fait avec des éléments naturels, que même s'ils tressaient ça toute l'année, une saison de pêche et le matériel était à reconstruire chaque année. Donc ça occupait bien son homme et toute une famille. Aujourd'hui, c'est des nasses qui sont faits comme les casiers à poissons en mer. Néanmoins, elles sont construites de la même manière qu'étaient construites les bourgnes en osier. Donc c'est un matériau bien plus solide. Il n'empêche que avec les inondations, les fortes marées, etc., on peut en perdre. Là, on va quand même si on peut les réparer, on va les garder une dizaine d'années. Elle est, vous voyez, avec un système de double entonnoir. Donc on a un premier entonnoir à l'entrée et un deuxième entonnoir avec un fil un petit peu plus souple pour ne pas abîmer le poisson. Donc on voit bien ici. Donc on va prendre des grappins. Avec ces grappins, on va lester des cordes en largeur de la rivière. Et lorsque les cordes sont bien lestées au fond de la rivière, on va venir accrocher une dizaine de nasses. Et du coup, par le lestage de ces grappins de la corde auquel on attache une douzaine de bourgnes, on va avoir nos nasses dans le lit de la rivière. La lamproie, de retour de migration,
plutôt en début de saison, va plutôt nager en fond. Donc, c'est une technique pour les poissons qui nagent au fond de la rivière. Donc, la lamproie, de retour de migration, elle est fatiguée par le long parcours qu'elle a fait. Et autour de la nasse, il y a une agitation du fait des marées, des courants. Et au milieu, c'est calme. Et en fait, la lamproie, elle va rentrer dans la nasse uniquement pour se reposer. Donc, elle va rentrer à l'intérieur du premier entonnoir et dans la logique va poursuivre et se retrouver enfermée, piégée dans cette deuxième partie. Donc, toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, on va relever les bourgnes par le couvercle, on va les vider dans le vivier, dans le bateau et réinstaller la nasse au fond de l'eau. Voilà sa petite sœur, qui n'est pas du tout destinée à la pêche de la lamproie, mais ce sont les bourgnes que l'on va installer à partir du 1er mai jusqu'à fin septembre au fond de la rivière pour les anguilles, la pêche de l'anguille. Donc exactement le même système avec une ouverture en entonnoir et un second entonnoir un petit peu plus loin. Par contre, autant la lamproie rentre dans les bourgnes pour se reposer, donc on n'a pas besoin d'appâter. Autant celle-là, si on n'appâte pas, l'anguille ne rentrera jamais. Elle va rentrer dans la nasse parce que il y aura de la nourriture. Pas de nourriture, pas d'anguille dans les nasses. Voilà. Et cet engin de pêche, on va l'utiliser ici aussi en Gironde, c'est très connu, pour pêcher à partir du mois d'août jusqu'à septembre-octobre, une petite crevette qui remonte de la mer, qui est une toute petite crevette blanche translucide, qui remonte les rivières, les fleuves côté Atlantique, à partir de juin. Nous, on est loin de l'océan, donc elle va arriver ici mi-août, fin août. Et cette petite crevette blanche, c'est l'apéritif du pêcheur ou l'apéritif bordelais, puisque quand on la pêche, on va la faire cuire en courbouillon avec de l'anis étoilé. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans toutes les mémoires des familles, notamment de bord de rivière, de manger cette petite crevette qu'on mange entièrement parce qu'elle est toute petite. Et pourquoi on l'appelle la crevette blanche? Parce qu'elle est translucide quand on la pêche et elle devient toute blanche quand elle est cuite en courbouillon. Pour pêcher la civelle, on a des bateaux avec des tamis sur les côtés qu'on appelle la pêche à pousser, c'est des bras qui mettent les tamis dans l'eau et on avance avec les moteurs. Nous ici, on pêche encore avec nos petites lumières la nuit, puisque la pêche de la civelle c'est une pêche de nuit, et on pêche avec des tamis. Donc c'est pas du tout les mêmes quantités que l'on pêche. Et cette pêche-là, aujourd'hui, elle est autorisée, légiférée. On a un quota collectif à atteindre, et là, c'est encadré par des lois européennes. Voici la reine des lieux, donc la lamproie. Donc la lamproie, c'est Petromyzum marinus. En latin, ça veut dire suce-pierre. On va voir pourquoi on lui a donné ce nom-là. Donc la lamproie, c'est un poisson migrateur. C'est un poisson qui vient du fond des temps puisque elle vient de la préhistoire. Et c'est une des rares espèces dans le monde qui est telle qu'à l'origine sans avoir évolué. Et il faut vous imaginer qu'elle est présente sur Terre depuis plus de 450 millions d'années sans avoir évolué. On dit poisson parce qu'elle vit dans l'eau, mais des scientifiques s'interrogent sur le terme de poisson et vont plutôt utiliser le terme d'animal aquatique, voire même animal fossile vivant. Pour fossile, parce qu'elle vient de la préhistoire et elle a survécu à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années et elle est telle qu'à l'origine. Donc pourquoi on s'interroge sur la qualité de poisson? Tout simplement, c'est qu'un poisson, il a une mâchoire et une paire de nageoires latérales. La lamproie n'a pas de nageoire latérale et n'a pas de mâchoire. Alors ce qui interroge beaucoup les gens, puisqu'elle a des dents, donc c'est difficile d'assimiler le fait que cette bête-là a des dents et pas de mâchoire, donc elle ne peut pas mordre, elle vit la bouche ouverte. Donc quand c'est très flagrant quand on la sort du vivier, quand on la montre, mais elle se rétracte, mais elle ne ferme jamais la bouche. Donc ça, c'est les particularités de la lamproie.
du fait qu'on dise que c'est un animal aquatique plutôt qu'un poisson. Et elle a un port branchial, on dit pas branchie, donc son système respiratoire, c'est fait de 7 trous qu'elle a de part et d'autre. Donc c'est pour ça qu'un des surnoms autrefois, c'était poisson flûte, mais je vous garantis que personne veut essayer de jouer de la flûte, quand on l'a. Donc la lamproie, elle naît en rivière, dans les eaux calmes de la rivière, dans les petits graviers. Une lamproie femelle met à peu près 250 000 œufs. Donc qui vont pas faire 250 000 lamproies, on est bien d'accord, parce qu'avec la chaîne alimentaire, bah, ça va nourrir aussi d'autres poissons. Néanmoins, la lamproie va, la moussette, puisque c'est comme ça qu'on appelle le bébé lamproie, va rester à l'état larvaire microscopique et à l'état larvaire pendant 4 ans dans les graviers de la Dordogne, et pendant toute cette période-là, elle va se nourrir de plancton. Donc il faut imaginer que c'est pas du tout ici qu'elle va se reproduire, c'est dans les zones plus en amont, les eaux où les eaux sont calmes, où il n'y a plus d'effet de marée, etc. Et la lamproie, de la 4e à la 5e année, tout d'un coup, elle va grandir d'une vingtaine de centimètres. Toute cette période-là se nourrit de plancton. Et quand elle a environ 5 ans, son disque buccal, on va en parler, est formé. Et c'est l'appel de la mer, MER. Donc, c'est là où elle va commencer sa migration vers l'océan Atlantique. Les zones de migration des lamproies marines sont plutôt le nord de l'Atlantique, entre les côtes américaines, canadiennes, irlandaises, anglaises et françaises. En tout cas, tout le nord de l'Atlantique. Et la lamproie va y rester à peu près de 3 à 5 ans encore. Mais elle va se nourrir d'une autre manière. Donc, on a dit qu'elle avait pas de mâchoire, donc ce n'est pas un poisson qui va pouvoir mâcher, donc ce n'est pas un poisson carnivore. Néanmoins, pour pouvoir se nourrir, la lamproie va se fixer par succion sur les autres poissons, parce que sa bouche, c'est une ventouse très puissante. Et les dents, qui sont des petits picots très très durs qu'on voit ici, en tout cas celles qui sont au fond ressemblent à une amorce de dentier, et après ce sont des petits picots que l'on a là. Donc les dents vont s'ancrer dans la chair du poisson, et la particularité c'est que en s'ancrant, ça va diffuser un anesthésion naturel, et le poisson ne sait pas qu'il est parasité. Et à partir de là, alors là c'est pas très flagrant parce que c'est une sculpture, mais il y a comme un crochet. Je vous montrerai une autre photo. Et cette langue, cette râpe va venir percer le cuir du poisson. Donc le poisson ne sent pas qu'il est parasité. Et à partir du moment où le crochet, la langue, la petite langue va venir percer, ça va faire un trou, et elle va, par mouvement d'absorption circulaire, absorber tous les liquides vitaux du poisson qu'elle parasite. Et du coup, c'est comme ça que la lamproie, pendant les quelques années qu'elle passe en mer, il y a un delta de 3 à 5 ans, c'est comme ça qu'elle va se nourrir et prendre cette taille-là. Donc voilà l'anatomie de la lamproie. On dit pas branchie, on dit port branchial. Donc elle a 7 trous de part et d'autre. Bien sûr, ses yeux, sa bouche avec les petits picots qu'on va par facilité dire que c'est des dents, mais une lamproie ne mâche pas parce qu'elle n'a pas de mâchoire. Sur le dessus, on a la narine céphalée, le nasopore. C'est par là que vont se dégager les phéromones, notamment pour indiquer que la lamproie femelle, les œufs sont matures et que c'est un signal pour le mâle. Ici, on a un petit replat. C'est par ce petit replat qu'elle va distinguer s'il fait jour ou s'il fait nuit. Elle a 2 nageoires dorsales et une caudale. Et tout à l'intérieur, pourquoi on dit que c'est un poisson préhistorique qui vient du fond des temps, c'est que la lamproie n'a absolument pas d'arête. C'est une colonne vertébrale, donc qui est de la taille de mon petit doigt, qui part de la tête et qui va jusqu'à la queue. Et du coup, c'est un vertébré. Ce sont les tout premiers vertébrés au monde, et elle n'a jamais évolué. Donc, si nous, c'est un os, au fil du temps, nous, on a une colonne vertébrale osseuse. La lamproie, c'est toujours un cartilage. Et ce cartilage, quand on va cuisiner la lamproie, ça va devenir, à force de cuisson, un tout petit fil qu'on enlève. Et donc, du coup, la lamproie, c'est que de la chair qu'il y a autour de la colonne vertébrale et du sang, puisque la lamproie, c'est un animal qui saigne. Donc la chair, elle est rosée.
Il y a du sang. Alors si nous, on a entre 4 et 6 litres de sang, si on est un homme ou une femme, une lamproie, ça va être l'équivalent d'une tasse à café. Ce sang est indissociable de la recette de la lamproie à la bordelaise, puisque comme je vous le disais, la lamproie à la bordelaise, c'est une alchimie, cette recette, où on va harmoniser le sang de la lamproie avec du vin, et on va y faire cuire nos morceaux de lamproie, associés à des blancs de poireaux. Pourquoi des blancs de poireaux dans cette recette? Tout simplement parce que, au Moyen Âge, les poireaux poussaient à l'état naturel dans les rangs de vigne, la baragane, le poireau sauvage. Donc c'était le légume du porc, c'était pas cher, on était plein de bon sens et on cuisinait avec ce qu'on avait sous la main. Et donc c'est ainsi qu'est née la recette de la lamproie à la bordelaise au XVIIIe siècle, fin XVIIe. Et aujourd'hui, c'est toujours le plat emblématique de la Gironde, la lamproie à la bordelaise, que l'on mange donc en sauce, puisque c'est cuisiné dans une sauce au vin rouge, hein, c'est un civet si on veut. Et la chair du poisson, on va cuire de longues heures et ça va devenir une chair à la fois dense qu'on va mâcher, mais à la fois fondante, et c'est vraiment une expérience unique à vivre et chacun doit faire sa propre expérience. On ne peut pas dire quel goût ça a, parce que c'est chacun qui va vivre sa propre expérience. Pour le côté plus scientifique, la lamproie, en fait, elle est étudiée, c'est un animal qui interroge les scientifiques, depuis très, très longtemps, parce que, chacun de ses organes a une particularité. Notamment pendant très longtemps, ils ont étudié les yeux, de la lamproie. Aujourd'hui, on travaille avec la lamproie fluviatile avec des chercheurs du CNRS à Banyuls, qui eux vont travailler plutôt sur le cerveau de la lamproie, hein, enfin qui est minuscule, hein. Et il y a des équipes en Suisse, hem, qui ont créé des robots lamproies sur la motricité, de la lamproie, pour créer des robots dans le biomimétisme, pour notamment aller, explorer les fonds marins, notamment par exemple sur des fonds, sur des zones polluées. Il y a aussi des gens qui travaillent aussi sur, le système neurologique de la lamproie, pour créer éventuellement des membres articulés pour les êtres humains. Voilà, historiquement, bah, la lamproie, elle est dans la tête de chacun depuis la nuit des temps, de par son histoire, de sa présence sur terre, on l'a dit, depuis la préhistoire. Mais pour la petite anecdote, il y a un roi anglais en 1135 qui serait mort en Normandie, d'une indigestion de lamproie, parce il adorait tellement la lamproie, il en aurait tellement mangé qu'il serait mort d'une indigestion de lamproie. L'autre version, que j'apprécie beaucoup moins, c'est qu'il aurait mangé, des lamproies avariées. Centré comme ça, ouais. La lamproie, elle est aussi dans la littérature depuis très, très longtemps. Jules Verne, si on lit 20 milieux sous les mers, à un moment, il parle de la lamproie. Plus récemment, si on parle de Game of Thrones, un des personnages dans un épisode, il dit: «Excellent lamprey pie». Heu, il dit tourte de lamproie. Pourquoi? Parce que les rois anglais, mangeaient, de la lamproie en tourte, et cette lamproie, elle était produite dans un village qui s'appelle Gloucester, et la reine d'Angleterre, jusqu'à sa mort, pour ses jubilés, mangeait encore, de la tourte de lamproie. Donc vous voyez, elle est là en filigrane, à la fois méconnue, connue des locaux, mais méconnue du plus grand nombre, et en même temps connue, à travers le temps pour, ses différents aspects culinaires, dans la littérature, dans le cinéma, et voilà, on fait allusion à la lamproie sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on ne la connaît pas. Moi, j'ai envie de mettre en valeur, toute l'histoire de la batellerie, entre Bergerac et Libourne. Hem, il y a la communauté de communes de Castillon-Pujol, qui a acheté une des dernières gabarres construites là récemment. Il y a eu une opération qui s'appelait Dordogne, donc une descente en gabarre un monsieur qui a construit la gabarre, et ils ont fait une descente il y a 2 ans ou 3 ans. Ils ont fait une descente de la rivière en gabarre, comme l'auraient fait les gabariers de l'époque, et la communauté de communes de Castillon-Pujol, a racheté cette gabarre,
qui maintenant est dans les mains d'une association, Enina. Et cette association commence à mettre en avant cette gabarre au travers d'événements, etc. Et veulent développer l'histoire de cette gabarre et des gabariers de l'histoire. Parce qu'après, il y a toute l'histoire du vin. On pourrait parler bien évidemment de Saint-Émilion, euh, qui est intimement lié, Saint-Émilion est intimement lié à la vie de la rivière et au commerce, donc au gabar. On a aussi à Rozan la grotte Célestine avec toute son histoire et son château qui se visite. Mais moi, j'ai à cœur de mettre en avant l'histoire de la rivière parce que c'est un puits sans fin. Si on remonte la rivière, on découvre toute l'histoire. Quand on sait que les Vikings ont remonté cette rivière, ça, plus personne n'en parle, plus personne ne le sait. Et je pense que on écrirait des livres et des livres et on aurait des films à faire. Et sur l'histoire, moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il y ait une grande série à la télé sur l'histoire de ces familles de pêcheurs parce que il y a des familles où ça a été toute leur vie et ça a été transmis de 3, 4, 5 générations et aujourd'hui on arrive à la disparition et je pense que ça ferait une belle série comme on a eu la Rivière Espérance. Ça pourrait faire une magnifique série qui je crois intéresserait la France entière pour le coup. Allez, le premier épisode du Slow Tour, c'est terminé. Merci à Sabine de nous avoir expliqué tout ça. On en sait un peu plus sur la lamproie à la bordelaise. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. On peut le retrouver aussi, le Slow Tour sur Instagram, on peut le retrouver aussi en format vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bonne route. Allez, ciao.